durabilité des produits. C'est vrai que c'est une vieille question que celle de l'obsolescence. Qui a trouvé quelques éléments de solution, mais je laisse la parole à M. Kank. Merci, monsieur le professeur, de me donner la parole. Eh bien, je la prends avec infiniment de plaisir, et ce plaisir est renouvelé à chaque fois que je visite les 6 beaux locaux de cette si belle université. Aussi, je voudrais m'empresser de remercier très chaleureusement les membres du comité d'organisation, Anaël, Antoinette, Laïsa et Claire, en tout cas, si je me permets cette soudaine familiarité, eh bien, de m'avoir invité à partager avec vous ma réflexion sur le thème la lutte contre l'obsolescence programmée, une réflexion sur l'éventuelle existence du droit à la durabilité des produits. Un sujet comme celui de la lutte contre l'obsolescence programmée s'insère de manière plus globale dans une problématique, notamment celle des nouvelles modalités de la consommation des produits, qui s'inscrit aussi dans le cadre de l'économie circulaire, qui a également, quant à elle, un lien avec la transition écologique. Il s'agit donc d'un sujet passionnant et même parfois passionné, qui cristallise sans doute l'attention des consommateurs, mais qui également suscite les débats dans les enceintes parlementaires. Et c'est la raison pour laquelle les chercheurs s'y aventurent généralement à pas prudents, et je ne pense pas que je ferai figure d'exception. En effet, le concept d'obsolescence programmée naît d'un sentiment général que les produits, les biens de consommation ne durent pas aussi longtemps qu'ils le devraient. Et de nombreuses études ont pu mettre en relief le fait que des produits de moins en moins permettaient de satisfaire les besoins des consommateurs sur une durée relativement longue. Alors l'obsolescence programmée a été désignée comme la bête à abattre, ou tout au moins de manière beaucoup plus modeste, comme un phénomène à combattre. Et comme on ne peut évidemment combattre que ce que l'on connaît, il fallait bien qu'on puisse caractériser cette pratique. C'est ainsi que le Code de la consommation, notamment l'article L441-2, définit la pratique d'obsolescence programmée comme le fait pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, et bien de pouvoir utiliser des techniques, y compris logicielles, dans le but de limiter la durée d'utilisation du produit de manière plus ou moins, de manière intentionnelle. Et on se rend donc compte que plusieurs solutions ont été adoptées ou proposées afin de lutter contre le phénomène de l'obsolescence programmée ou bien du dépérissement prématuré des produits. Beaucoup de mesures, notamment en matière civile, avec l'extension de la durée, je veux dire, des garanties légales. On va également aborder, je pense que M. Bretel reviendra dessus, sur les questions de réparabilité. Toutes ces questions qui, ma foi, sont davantage attractives du droit civil, eh bien, ne retiendront pas mon attention. Je vais davantage essayer de mener la réflexion sur l'aspect pénal de cette lutte, et mon propos donc consistera à essayer de répondre à la question de savoir dans quelle mesure l'incrimination de la pratique d'obsolescence programmée se situe dans le mouvement plus global de la reconnaissance et de la consécration d'un droit à la durée des produits. Plus globalement, il est donc question de s'interroger sur l'efficacité et la pertinence d'une telle mesure. Et à l'analyse, il m'a semblé que l'incrimination de la pratique d'obsolescence programmée présente un contraste. D'un côté, elle apparaît comme une réelle volonté affirmée du législateur français, sans doute sous l'influence des instruments européens ou communautaires et non mondiaux, de garantir un droit à la durabilité des produits de consommation. Et en témoignent d'ailleurs les sanctions, pour le moins assez intéressantes, qui accompagnent cette infraction. Mais cependant, de notre côté, cette volonté rencontre de nombreuses difficultés dans sa mise en œuvre et même dans sa démarche, car elle se heurte notamment aux enjeux du commerce mondial. C'est donc de ce contraste que j'entends rendre compte pour ma part, mesdames, messieurs, en envisageant donc dans un premier temps l'incrimination de la pratique d'obsolescence programmée comme une volonté affirmée au regard de sa finalité, et dans un second temps l'incrimination de la pratique d'obsolescence programmée comme une volonté limitée au regard de la démarche. Dans un premier temps donc, la lutte contre l'obsolescence programmée, une volonté affirmée quant à sa finalité. On se rend compte à l'analyse que
la volonté de lutter contre le dépérissement anticipé ou prématuré des produits a d'abord été maturée, impulsée à l'échelle européenne avant d'être concrétisée sur le plan national, notamment dans le cadre de la France, dans le code de consommation. Et donc à l'échelle, donc sur le premier plan, en ce qui concerne l'échelle européenne, force est de constater que l'Union européenne se situe dans une dynamique globale qui a pu se dessiner à l'échelle planétaire, notamment au niveau des instances onusiennes. Et depuis 1992, eh bien, les Nations Unies essayent de porter des projets en vue de la préservation non seulement de l'environnement, mais dans le but aussi de pérenniser, ou en tout cas de pouvoir permettre une certaine durabilité des produits. C'est ainsi que nous avons l'objectif de développement durable numéro 12, qui concerne la production et la consommation durable. Et c'est donc dans cette mouvance qu'au niveau des instances européennes, eh bien, le débat de la question de la lutte relative à la lutte contre l'obsolescence programmée s'est posé. En 2013, le Conseil économique social européen a débattu longuement sur la question et a proposé des restrictions à l'obsolescence programmée et une interdiction globale et totale des défectuosités planifiées. Et dès lors, une série de directives et de résolutions ont été adoptées. Je ne vais pas insister dessus en laissant le soin peut-être aux autres intervenants. En tout cas, je pourrais y revenir à l'occasion des échanges. Eh bien, on peut quand même constater de manière globale que la problématique des produits à durée de vie réduite est une réelle préoccupation, même si elle a été abordée de manière fragmentée et qu'il n'existe pas encore aujourd'hui à l'échelle de l'Europe eh bien, une législation spécifique et contraignante en la matière. Mais à lire finalement les différents textes et à les lire entre les lignes, on s'aperçoit qu'il y a réellement une volonté de donner corps, de donner vie à un droit nouveau. Ce droit que l'on peut qualifier de droit à la durabilité des produits. Il s'agirait alors donc d'un droit à la fois individuel, collectif et transgénérationnel, un droit qui vise à la fois à garantir les libertés, l'autonomie et même surtout les droits des entités humaines et également des entités non humaines, notamment l'environnement. C'est donc un droit particulièrement complexe et on peut donc comprendre que les législateurs européens ne soient pas allés jusqu'à adopter une législation contraignante en la matière. Et ne le faisant pas, eh bien, il a laissé le soin aux différents États de pouvoir concrétiser cette volonté, ce qui me permet d'envisager donc d'autre part une volonté concrétisée à l'échelle nationale. Pour renforcer la lutte contre l'obsolescence programmée, le législateur français a décidé en 2015 de l'interdire purement et simplement à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Et c'est le premier texte législatif à l'échelle du monde et qui a été secondé tout récemment avec la loi québécoise d'octobre 2023, eh bien, qui désigne expressément l'obsolescence programmée. Et ce texte français a donc donné lieu à l'introduction d'un article L441-2, dont j'ai parlé à l'orée de mon propos, qui définit le délit d'obsolescence programmée, en faisant référence donc aux techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise en place ou alors de la mise sur le marché d'un produit vise à réduire délibérément la durée de vie. Cette loi pose néanmoins quelques problèmes. D'abord, en ce qui concerne le choix des expressions. Lorsque le législateur français fait référence à la technique et puis à l'expression délibérément, eh bien, il permet en ce moment de faire la distinction claire, peut-être en tout cas au premier abord, entre l'obsolescence programmée et les autres formes d'obsolescence qui ne relèvent pas de la volonté de l'auteur ou alors du responsable de la mise sur le marché du produit, notamment l'obsolescence évolutive ou alors fonctionnelle. Je n'insisterai pas plus en avant sur ces expressions qui pourront faire l'objet des échanges. Toutefois, on se rend compte qu'il y a quand même une chape d'ombre, une part de mystère quant au champ d'application réel de l'article L441-2 du Code de la consommation, notamment en ce qui concerne les pratiques qui seraient qualifiées d'obsolescence programmée. Le législateur a pris le soin de ne pas donner une liste, en tout cas tout au moins énumérative ou alors illustrative de ces pratiques,
ce qui ne rend pas facile l'exploitation et la compréhension de ces textes. Or, pendant les travaux parlementaires, l'Assemblée nationale était allée jusqu'à proposer un autre paragraphe à cette disposition en énumérant certaines pratiques qui pouvaient être considérées, qui pouvaient être regardées comme d'obsolescence programmée. Mais finalement, cette proposition qui concernait notamment le fait d'inclure volontairement une défectuosité dans l'appareil, notamment dans les appareils électroménagers, une fragilité, un arrêt programmé ou prématuré, eh bien, toutes ces attitudes, tous ces comportements étaient considérés, selon le point de vue des parlementaires, comme relevant de l'obsolescence programmée. Et cela a été écarté finalement dans la version finale du texte. Ce qui fait que, de manière concrète, il sera difficile pour le juge de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un litige mettant en cause évidemment des pratiques d'obsolescence programmée, eh bien, de pouvoir les qualifier. Surtout que, pour que le juge puisse prononcer les peines prévues donc par la législation en la vigueur, je reviendrai dessus, il faut évidemment qu'il puisse d'abord caractériser l'infraction. Et pour cela, il faut, en plus de l'élément légal que nous venons de voir, qu'il puisse établir l'élément matériel, notamment que soit rapportée la preuve par le consommateur qu'il y a eu une technique visant à limiter la durée de vie du produit. Ensuite, il faudra démontrer l'élément intentionnel, la volonté qu'a eu le metteur sur le marché du produit, eh bien, de pouvoir délibérément limiter la durée de vie de ce produit. Ces deux éléments sont, ma foi, difficiles à démontrer, d'abord parce que le consommateur n'a pas les moyens techniques pour pouvoir apporter la preuve de ce comportement, et d'autre part parce que le professionnel peut facilement se dégager de sa responsabilité en montrant que son comportement a été dicté par des raisons autres que celles de sa propre volonté, notamment par la logique du marché et les coûts de production. Et on se rend compte que dans ce contexte, il est donc difficile d'envisager les sanctions prévues par le Code de consommation, notamment la peine d'amende de 300 000 euros et qui peut, selon les cas, arriver jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel du professionnel impliqué, sans compter évidemment les peines accessoires qui pourraient être prononcées. Donc on se rend compte qu'il faudra que le juge, pour appliquer ce texte, fasse preuve de beaucoup de souplesse, notamment au niveau de la caractérisation de l'infraction, mais aussi au niveau de l'accès au prétoire. Parce qu'on s'est rendu compte que dans une affaire, le tribunal italien a refusé la qualité d'agir, a estimé que des associations de défense des consommateurs n'avaient pas la qualité pour agir en justice, pour revendiquer la sanction des pratiques d'obsolescence programmée. Donc il faudra que les juridictions françaises se montrent beaucoup plus souples pour permettre à l'article L441-2 de pouvoir trouver application. Cette souplesse est d'autant plus importante que dans sa démarche, c'est-à-dire cette démarche de pouvoir toujours responsabiliser au sens juridique, c'est-à-dire en appliquant des peines, n'est pas la bonne lorsqu'il s'agit de traiter une problématique aussi vaste, aussi complexe qu'est la lutte contre l'obsolescence programmée. J'en viens donc à présent à la seconde articulation de mon propos, la lutte ou l'incrimination de l'obsolescence programmée, une volonté limitée quant à sa démarche. Il m'a semblé que deux aspects permettent de remettre en cause, ou en tout cas de ne pas considérer outre mesure cette volonté d'incrimination de la lutte contre l'obsolescence programmée. D'abord parce que dans sa démarche, l'incrimination se heurte aux enjeux de l'économie mondiale, ce que j'essaierai de démontrer d'une part, et globalement, et dans un second temps, parce que cette criminalisation ne prend pas en compte les remèdes qui existent déjà, qui ne demandent qu'à être renforcés. Sur le premier point, c'est-à-dire en ce qui concerne les enjeux du regard de l'économie mondiale, il y a deux questions qui sont abordées. La première est celle de savoir si l'économie, pour tenir dans son équilibre, n'a pas besoin d'un minimum d'obsolescence programmée. Autrement dit, faut-il consacrer un droit à la durabilité éternelle ou alors à la durée éternelle des produits? On se rend compte que si
la lutte en vue de garantir la durabilité des produits avait pour conséquence de pouvoir avoir des produits qui vont durer extrêmement dans le temps, et bien cela pourrait paralyser l'activité économique, susciter des faillites. D'ailleurs, l'État lui-même n'y a pas intérêt, dans la mesure où on sait que, évidemment, les politiques publiques sont parfois financées par les impôts prélevés sur l'activité des entreprises. Donc il faut une sorte d'équilibre dans la démarche, c'est que manifestement ne prend pas en compte ce phénomène de pénalisation de l'obsolescence programmée. Et le deuxième aspect que j'ai voulu relever, c'est l'attitude du consommateur. Nous sommes dans une société de consommation où des gens ont à la réalité un choix à faire entre différents produits, ce que l'on appelle en économie la segmentation du marché. Et le plus vous dépensez pour un produit, généralement on répute qu'il sera de bonne qualité et donc d'une meilleure durabilité. En revanche, lorsque vous achetez un produit à vil prix ou alors à un prix dérisoire, eh bien il faudrait peut-être s'attendre à ce qu'ils ne mettent pas autant. Comment donc pouvoir sanctionner le professionnel dans ces cas, ou en tout cas démontrer l'intention délibérée? On se rend compte que cela pose de véritables difficultés, alors que selon ma manière de voir, il était plutôt nécessaire pour le juge, plutôt que d'incriminer dans le sens pénal du terme, d'éviter à une responsabilisation dans le sens de la prise de conscience et bien de tous les acteurs. C'est ce que je vais envisager dans les derniers temps de mon propos. Donc, la prise en compte, ou alors la nécessité de prendre en compte les mesures déjà existantes. À ce propos, il me plaît de pouvoir relever quand même que la question de l'obsolescence programmée gagne de plus en plus du terrain. Plusieurs associations en ont fait leur cheval de bataille, ce qui a parfois donné lieu à la saisine des instances compétentes. Je me souviens évidemment de l'affaire de l'association Aide à l'obsolescence programmée qui avait introduit des plaintes contre Apple notamment pour des pratiques d'obsolescence programmée. Alors cette association avait visé l'article L441-2, donc qui concerne l'obsolescence programmée, et bien finalement l'autorité en charge, la direction en charge effectivement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a écarté ce moyen pour lui substituer l'article L121-1 du Code de la consommation qui concerne effectivement les pratiques commerciales qui sont jugées comme attentatoires à la liberté des consommateurs, donc trompeuses. Et on se rend compte que ces instances, bien que n'appliquant pas la disposition pénale prévue par l'article L441-2 du Code de la consommation, permettent quand même de donner une certaine valeur à toutes les problématiques, à toutes les luttes qui sont en faveur du recul, en tout cas du phénomène de l'obsolescence programmée. J'en veux également pour autre élément de preuve concernant cette dynamique, la jurisprudence italienne avec l'autorité de la concurrence italienne qui, évidemment, bien qu'invoquant, mentionnant la pratique d'obsolescence programmée, ne s'est pas fondée sur une disposition pénale, mais plutôt sur la directive communautaire concernant les pratiques commerciales. Donc on se rend compte qu'il existe en tout cas des mécanismes déjà présents en droit positif qui ne demandent qu'à être renforcés, à être adaptés, à être mis, je pourrais dire, au bout du jour pour permettre de s'adapter à ce phénomène grandissant et préoccupant. Et c'est par là donc que je vais achever mon propos. On se demande donc la question, est-ce que la lutte finalement contre l'obsolescence programmée ne demande pas une démarche collective, c'est-à-dire une responsabilisation dans le sens de pouvoir inviter chacune des parties prenantes à pouvoir intégrer cette composante dans sa manière de se comporter. D'abord, sur le premier point, on va se rendre compte qu'il appartient au consommateur de faire des choix. Et les choix du consommateur, comme on le sait, ont une incidence sur la manière de produire. Lorsque vous choisissez un produit peut-être qui a été conçu en prenant en amont, qui a été conçu, je voudrais dire, en ayant un souci, par exemple, de l'écologie, etc., eh bien, vous faites un choix qui va amener les entreprises de manière indirecte à pouvoir s'arrimer, en tout cas à pouvoir prendre en considération ces différents aspects. De même, pour les entreprises, on a un mouvement qui est vaste
grandissant, mais toujours aussi important concernant par exemple la responsabilité sociétale des entreprises, où les entreprises, sans que ne plane sur leur tête l'épée de Damoclès du législateur, eh bien, essayent de multiplier les actions qui leur permettent de pouvoir mieux s'insérer au sein de la société et de pouvoir la servir. Et enfin, le dernier acteur qui me semble important à relever, c'est bien l'État, qui doit servir d'exemple en matière également de consommation durable, notamment dans la modification des règles concernant les marchés publics, qui devrait aboutir, par exemple, à prendre en considération les questions relatives à la consommation durable, notamment lorsqu'elle est appelée à traiter avec des particuliers. Ainsi donc, j'arrive à la fin de mon propos tout simplement pour dire qu'on s'est rendu compte que le législateur français, en pénalisant la pratique d'obsolescence programmée, eh bien, a voulu ajouter à ce qui marche peu quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il est difficile, parce que jusqu'à présent, cela fait déjà bientôt 8 ans, bientôt une dizaine d'années, disons, que le texte est entré en vigueur et jusqu'à présent, il n'y a eu aucune condamnation portant spécialement sur le délit d'obsolescence programmée. Ce qui permet en tout cas, dans ce temps relativement long, de pouvoir estimer qu'il y a un problème et que peut-être la meilleure approche serait une sorte de responsabilisation plutôt que de responsabilité au sens juridique du terme. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Je ne sais pas si on peut passer à l'intervention.